je voudrais rebondir sur une autre injonction qui pourrait ouvrir aussi ma conférence. C'est Margaret Atwood, c'est une romancière qui avait posé des questions aux gens autour d'elle. Elle demandait aux hommes, elle demandait aux femmes, qu'est-ce que vous craignez le plus des hommes en général? Puis elle répondait, me faire attaquer, me faire violer. Puis là, il demandait aux hommes, qu'est-ce que vous craignez le plus des femmes? Puis c'était qu'elles rient de nous. Puis après ça, tu as l'injonction, mais les femmes, ils n'ont pas d'humour. Puis les mêmes hommes vont demander, en tout cas, vont avoir il y a ce mythe-là vraiment soit des féministes qui n'ont pas d'humour ou des femmes qui n'ont pas d'humour. Voilà pourquoi il n'y en a pas beaucoup sur la scène stand-up au Québec. C'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu, en tout cas depuis 2 ans. Moi, le stand-up, je connaissais pas beaucoup ça. Puis je trouvais que c'était un espace politique intéressant. C'était une démarche militante quand même. Je trouvais que c'était un espace intéressant parce qu'il y avait justement le confessionnel. C'était comme un espace je m'intéressais surtout aux relations de pouvoir du quotidien. Fait que pas nécessairement la politique dans le sens très très large, là, pas celle des politiciens ou des big corporations, mais surtout celle dans l'intime, parce que je trouve ça plus difficile de confronter ou de travailler ces relations de pouvoir-là quand on est en relation amicale ou quand on est en relation amoureuse. Souvent, il y a plus de compromis ou on les voit moins. Fait que je me disais que quel médium artistique, pour moi, était plus immédiat pour travailler ça. Puis je suis passé du roman au stand-up assez rapidement. Puis tantôt aussi, ça revenait. Là, je pense que c'est Marie qui parlait des blessures et comment le confessionnel peut amener vers le structurel. Fait que c'est ça que j'ai remarqué dans les stratégies d'écriture. Donc, j'ai examiné concrètement, c'est à la fin de la conférence, tu disais qu'est-ce qu'ils vont faire concrètement. Mais moi, j'ai analysé 3 humoristes américaines. Qu'est-ce que 2 femmes, un homme? 2 personnes qui s'identifient comme femmes, puis non, une qui est plus queer, une qui s'identifie comme femme, puis l'autre comme homme. Qu'est-ce qu'ils ont fait ensemble pour travailler ces relations de pouvoir-là? Quelles stratégies d'écriture ont été privilégiées? Donc, ce que je vais citer, ça ne va pas être mon corpus théorique, là, parce que je n'ai pas encore cité Lucie Joubert et consoeurs. Là. Ça va être plus des jokes que je vais citer dans ma conférence. C'est ça que j'ai analysé pendant 50 pages. Je ne sais pas si on peut le retrouver sur le... Mais sinon, en attendant, je peux vous parler de où je viens, parce que, dans le fond, si ce n'était pas de Trois-Rivières, ma ville natale, ce mémoire-là n'aurait pas eu lieu. Principalement parce que j'ai fait beaucoup d'allers-retours entre Montréal et Trois-Rivières. Et c'est en parlant aux gens dans le covoiturage qui me disaient, je leur demandais comme, l'humour, c'est quoi votre rapport à l'humour? Des questions très small talk. Puis les gens, ils me disaient, j'aime pas ça l'humour au Québec, c'est plate. Moi, j'aimerais ça avoir un humour qui est pas raciste, qui est pas sexiste, qui est pas homophobe. Et ça revenait vraiment souvent. Puis je me disais, il y a vraiment une demande pour ça, finalement. Puis ça pourrait être un sujet intéressant de maîtrise. Puis, fait que c'est pour ça que j'ai décidé d'embarquer là-dedans. Puis aussi, c'est ça. Fait que là, je suis parti à la recherche de cet humour-là. Fait que est-ce que ça existe? Là, j'ai consommé du stand-up en veux-tu en v'là. C'est plus aux États-Unis que je l'ai trouvé. Puis c'est quelque chose de... je sais pas c'est quoi vos expériences à vous, mais quand on parle de ce type d'humour-là, j'en parlais encore ce matin avec... bonjour à l'arrière. Je ne sais pas c'est quoi ton nom. Oui, toi qui es photographe. Allô? Quand je dis, je travaille sur l'humour non raciste, non sexiste, homophobe, les gens, on me le dit souvent, ils partent à rire parce que c'est comme, ça sera pas drôle ton affaire. C'est ça qu'on me dit souvent. Ce matin, on m'a dit, ça va être hygiénique, hein, ça va être très frette, là. Fait que là, je me dis, je vais, tu sais, pourquoi c'est autant comme ça, pourquoi il n'y a pas de. En tout cas, fait que là, je voulais te montrer un contre-exemple. Donc, la principale difficulté que j'ai eue dans ma recherche, c'est ça, c'est de travailler, d'avoir à naviguer à travers toutes les excuses et les croyances qui sont liées à l'humour, entre autres celles qu'il ne faut pas analyser l'humour. Ça, je suis content qu'il y en ait d'autres qui travaillent sur l'humour, parce que il y a des intellectuels, là, dont Serge Bouchard et Serge Chapelot, qui ont fait une heure sur l'humour, puis ils disaient l'humour, il ne faut pas trop analyser ça, c'est comme une grenouille, tu la dissectes, puis après ça, tu essaies de ramener les morceaux, puis ça ne marchera pas. Fait que c'était comme, donc, c'est un peu compliqué, on ne travaillera pas trop là-dessus. Puis je peux vous dire que les gens qui s'intéressent à l'humour, qui n'osent pas trop, est-ce que ça te vaut la peine? Ça peut être très drôle. Puis c'est aussi drôle quand tu as compris la blague que quand tu ne l'as pas compris. Bref, une fois que tu l'as disséqué, c'est aussi drôle qu'avant. Donc, c'est ça, la croyance aussi qu'il existe un sens de l'humour, qu'il y a comme une naissance de l'humour, comme Catherine Voyer-Léger, que j'ai cité.
disait, c'est comme si ça pousse dans les arbres, il y a de l'humour, là, on peut le prendre, puis c'est comme si c'était complètement décontextualisé. Il n'y aurait pas d'empreinte sociale, pas d'empreinte historique à l'humour, alors que si on lit un peu les blagues qui se faisaient il y a à peine 40 ans au Québec, Claude Blanchard, Gilles Latulippe, etc., ben, il y avait vraiment, c'est d'autres stéréotypes qu'il y avait. Il y avait vraiment une belle créativité pour faire des blagues de femmes battues, ces deux-là, entre autres. Mais ça l'a changé. Mais ça se recompose d'une autre façon. C'est encore des blagues très sexistes, misogynes, mais d'une autre façon. Bon, c'est juste une blague. Puis on m'a dit aussi beaucoup, t'es contre l'humour. Fait que ça, c'est très difficile. Tout le monde doit se le faire dire. Là. Si on rit pas, ben, t'es vraiment rigide, t'es pas drôle. Fait que moi, l'année passée, j'étudiais l'humour, j'ai commencé à écrire de l'humour, puis je voulais organiser une soirée d'humour, puis les gens, ils me demandaient, ouais, mais t'as-tu un sens de l'humour? C'était très ancré, très difficile. Bon, alors voilà. 3 humoristes sur lesquels je suis tombé en parcourant le web. J'en ai retenu une vingtaine dans un corpus préliminaire. Toutefois, bon, là, il faut choisir. J'ai choisi ces 3-là, qui sont des États-Unis, parce que c'était les 3 qui trouvaient c'était 3 modes humoristiques différents. Fait que ça, je trouvais ça intéressant. Donc, Margaret Cho, qui est comme, pour vous situer, c'est comme Mariana Mazza. Fait que très vulgaire, peut-être plus dans le confessionnel encore, davantage, d'origine coréenne, fait que née aux États-Unis. Donc, elle a grandi à San Francisco, fait que comme super progressiste, UQAMien centré, là. C'est ça. C'est comme un territoire connu du microclimat, là. San Francisco, Montréal, c'est la même chose. Mais donc, elle, c'est ça. Elle a un mode humoristique très, très vulgaire, très confessionnel. Chelsea Peretti, qui est, elle, c'est ça, elle est également de San Francisco, hein? Donc, et qui, elle, est plus dans l'absurde. Ça, c'est intéressant, hein? L'humour absurde, c'est ça. Puis Eric Andabulu, qui, lui, d'origine indienne, vient de Brooklyn et qui travaille beaucoup sur les relations racisées et qui est plus dans l'observation. Très Jerry Seinfeld. Fait que, avez-vous déjà remarqué que... Puis là, il s'embarque. Puis, ben, c'est ça. Donc, les 4 stratégies d'écriture que j'ai identifiées. Donc là, j'ai fait encore un truc ucamien, c'est de mettre des mots en parenthèse, là, des préfixes, avant mes... C'est vrai? En tout cas, on est en littérature ici pour la plupart. Donc, repolitis le quotidien. Donc, à travers leur stand-up, ce qu'ils faisaient, puis là, je vais mettre les ILLES, mais ça ne paraît pas à l'oral. Ce qu'ils faisaient, c'était par exemple, à travers l'observation, avez-vous déjà remarqué qu'ils visibilisaient, ils faisaient apparaître des relations de pouvoir qui sinon apparaissent jamais. Fait que ça, c'est tout un travail de ce qui n'est pas évident pour tout le monde. Des fois, ben, je ne m'en rends pas compte. Mettons, il y avait l'année passée, j'ai plein d'anecdotes, mais l'année passée, il y avait l'Austérité Show. Fait que c'était un show d'humour contre l'austérité, organisé au La Tulipe. Puis, il y avait plus de blagues racistes, de blagues de viol que de blagues sur l'austérité. J'ai comme fait une petite compilation. Fait que, mais ça, les gens s'en rendaient pas compte, on dirait. Ça, c'est que quand je le dis, là, je mets comme un flag. Ah non, je n'ai pas vu. Fait que souvent, puis on repolitise, parce que pour les 3 humoristes que j'aborde, le quotidien est déjà politique. Ne pas faire des blagues politiques, ne pas parler de ce qui nous arrive au quotidien, ben, puis parler juste de ce qui se passe au Costco, ben, ça, c'est politique, c'est un geste politique. Fait que c'est une posture de départ. Et donc, leur principale stratégie, mais c'est ça, c'était de visibiliser toutes ces petites relations de pouvoir-là, puis de les mettre à l'ordre du jour. Un premier aspect, parce que c'est ça, c'est des normes sociales, donc c'est comme invisible. Donc, on ne se bat pas à force égale. Il y en a qu'il faut qu'ils visibilisent, d'autres non. Après ça, choisir ses cibles. Donc, je ne sais pas si tu vas citer Lucie Joubert tantôt et le carquois de velours. Et donc, choisir ses cibles, c'est-à-dire qu'en stand-up, dans le jargon, il y a le punch-down puis le punch-up. Fait que le punch-down, il y en a vraiment beaucoup à Montréal. L'humour québécois est assez marqué par cette espèce de tradition-là depuis quelques années, je dirais, ou dans les soirées, si vous avez écumé les soirées de stand-up, peut-être que vous en avez vu beaucoup. Là. C'est donc rire des itinérants beaucoup, rire des travailleuses du sexe, rire de tout ce qui est pas l'homme blanc hétérosexuel, c'est genre. Donc,
qui composent la majeure partie des humoristes au Québec aussi. Donc, il y a beaucoup de ça. Donc, plutôt que de faire du punch-down, on va faire du punch-up. Donc ils vont choisir par leur humour de cibler justement ces hommes-là, la classe politique aussi, les hétérosexuels. C'est ça. Toutes les personnes qui sont cisgenres aussi peuvent être ciblées. Donc, c'est ça. C'est travailler sur d'autres cibles. Fait que ça, c'est une stratégie d'écriture assez simple, mais qui n'est pas nécessairement intuitive. Ensuite, dans leur grande stratégie aussi, il y avait partager les référents. Donc, un peu comme repolitiser le quotidien, des fois, les trois humoristes devaient, grosso modo, expliquer la blague ou expliquer pourquoi c'est drôle. Fait que, par exemple, un exemple, c'est qu'il y avait une blague sur le personnage de Toby, qui est dans un roman Roots, qui est un roman sur l'esclavage aux États-Unis. Donc, il y a une scène très forte. Il a fait un film, je crois, avec ça. Et donc, il y a un esclave, son nom c'est Kunta Kinte. Et donc, il se fait acheter, puis après ça, il fouette, puis il dit « ton nom, c'est Toby ». Puis là, il dit « non, c'est Kunta Kinte », puis là, il fouette. « Toby, Kunta Kinte, il fouette », puis il fouette. Bref. Puis là, la blague, puis là, il explique tout ça avant la blague. Parce que la blague, c'est qu'il se promenait à Brooklyn, puis qu'il a vu comme une femme noire qui avait un bébé blanc dans une poussette. Puis là, la nounou, elle disait « ton nom, c'est Toby! Ton nom, c'est Toby! » Puis elle criait ça. Puis tu peux pas comprendre. Puis lui, il trouve ça drôle immédiatement quand il voit ça. Mais tu sais, pour le partager, ce référent commun-là, l'espèce de renversement, ben, il doit expliquer la blague avant de faire la blague. Donc, ça, c'est comme un peu contre tu sais, si tu expliques que la blague, c'est pas drôle, mais dans le fond, il y avait beaucoup de tout ça. Fait que souvent, ces trois humoristes-là aussi, il y avait beaucoup de longues prémices. Dans le fond, les prémices, il y a comme deux parties dans une blague. Il y a comme le setup, la prémisse, là, où tu expliques un peu, il m'est arrivé ça, puis après ça, tu as une punchline. Souvent, c'est les deux parties. Puis donc, ces trois humoristes-là se permettaient de faire de longues minutes où il n'y a pas de blague. Ce qu'on ne voit pas beaucoup au Québec. Souvent, c'est punch, 15 secondes, 30 secondes, 15 secondes, 15 secondes. Tout le temps qu'il y a un rire, comme une vague. Mais donc, ça, c'était quelque chose qui était particulier à la stratégie d'écriture. Et enfin, le choix des procédés humoristiques n'était pas le même. Donc, les trois humoristes utilisaient à peu près les mêmes procédés qu'on connaît un peu. Arroseur arrosé, l'absurde, je les maîtrise pas tous comme vous voyez, mais il y en a 5 en particulier qui ont émergé, qui sont 5 procédés qui sont comme nouveaux, que j'ai pas vu beaucoup dans les cours qu'il y a ici à l'École nationale de l'humour. Ils parlent pas de ces 5 procédés-là. J'ai eu accès au plan de cours. Dans les espèces de tutoriels qu'il y a, souvent ils n'en parlent pas. Qui sont la transposition inversée, la subjectivation, retournant du stigmate, confirmation ironique et maïotique humoristique. Fait que c'est ça, je vais faire un petit tour d'horizon rapide. Je crois que j'ai le temps. Oui. Parfait. Transposition inversée, donc, je vous partage des outils qui peuvent être utilisés si vous écrivez. Il va y avoir aussi mon mémoire qui va être publié dans quelques mois, éventuellement. Donc, transposition inversée, c'est souligner l'aliénation du quotidien en présentant l'environnement naturel comme absurde et l'élément étranger comme allant de soi. Fait que, une blague qui peut être une étude de cas, c'est Harry Kondaboulou qui dit qu'il se fait souvent accuser d'être obsédé par le fait de parler de racisme. Donc, est-ce que je voulais le lire? Bon, en tout cas, je peux comme traduire en même temps. Donc, il se fait dire, tu es toujours obsédé par la race, tu es toujours obsédé par parler à la race, puis là, de parler de race, puis là, il dit, m'accuser de tout ça, donc t'es comme étrange de toujours parler de tout ça, d'être obsédé, t'es comme hystérique, hein, quelque chose dont les féministes se font beaucoup accuser, t'es hystérique de toujours parler de ça. Il dit, me parler de ça, c'est comme me dire que je suis obsédé de parler d'eau alors que je suis en train de me noyer. Fait que là, c'est comme un renversement, une espèce de transposition inversée. Au départ, alors que c'est moi qui est supposé être la personne trop intense ou trop susceptible, là, soudainement, non, c'est toi qui est un peu à côté de la plaque. Donc, il y avait beaucoup de ça, partent d'une posture où ils sont comme aliénés pour finalement renverser l'aliénation. Subjectivation, donc il va y avoir une petite différence entre le retournement du stigmate, c'est refuser l'identité qui est imposée, qui est souvent assignée à une personne, et la remplacer par d'autres, une ou plusieurs identités. Fait que, mettons, il y a la blague des stéréotypes comme quoi il y a des Mexicains qui sont vraiment paresseux,
puis il y en a qui nous volent nos jobs. Fait que là, ils mettaient ces deux stéréotypes-là dos à dos, puis c'est comme dire, ben dans le fond, les Mexicains, il y en a qui sont paresseux, il y en a qui travaillent fort, fait que dans le fond, ils sont comme tout le monde. Fait que, donc, c'est de prendre l'identité de départ, puis de la remplacer un peu par, par d'autres formes d'identité. Puis il y avait une petite blague aussi, mais là, elle vient pas de mon corpus, mais je la trouvais aussi bonne, là. T'as beaucoup de poils sur les jambes, t'es-tu un homme ou une femme? Puis là, je suis un dragon. Fait que ça peut être aussi utilisé comme forme d'autodéfense verbale pour le harcèlement de rue. Fait que ça aussi, ça existe déjà dans les petits guides de réponse au harcèlement de rue. En tout cas, ça rejoint certaines stratégies pour déstabiliser l'adversaire, pour pas qu'il y ait un contrôle sur ton corps, sur ta voix, sur ce que tu vas faire. Donc, l'humour peut être un outil aussi à ce niveau-là. Peut-il être un outil féministe? Oui, l'ironie peut être un outil féministe. C'est toi, Charlotte, qui disais ça, je pense, en tout cas. Retournement du stigmate. Donc, ça, c'est peut-être le plus connu des 5. C'est revendiquer et réapproprier les insultes ou des qualificatifs péjoratifs. Quelqu'un en a parlé aussi plus tôt. Donc, par exemple, dans cet exemple-là, c'était Crouching Drag Queen and Hidden Faggot. Donc, c'est un film, c'est Crouching Tiger and Hidden Dragon. Un autre truc de dragon. Donc, c'est ça. Donc, c'est de dire, ben, tu m'insultes de ce qualificatif-là, ben, je vais le revendiquer pleinement. Fait que, il y a la même chose avec queer qui est utilisé. Les femmelettes. Sarah, t'es dans les femmelettes, oui? Oui, c'est ça. Donc, les femmelettes, c'est une soirée d'humour ici à Montréal. Ça fait quoi, 2 ans? 3 ans? Depuis 2013. Si je me trompe pas, depuis 2013, ils sont là. C'est une forme de retournement de stigmate. Fait que c'est une insulte qui est réappropriée, puis c'est un nom d'un collectif qui font des soirées d'humour mensuelles. Confirmation ironique. Fait que c'est le fait d'épouser une croyance, là, mais des fois de façon totale, donc jusqu'à l'absurde. Fait que tu me dis quelque chose, puis je vais aller vraiment, celle-là, c'est Chelsea Pearlty qui dit, des fois, j'ai des entrevues, puis les gens me disent, t'es une femme, puis tu fais de l'humour, pour l'interrogation. Puis là, elle dit, ben oui, des fois, je sais pas, tu sais, comme, je fais de l'humour, puis là, je regarde entre mes jambes, puis, bon, là, c'est une blague essentialiste, mais je regarde entre mes jambes, puis oui, j'ai un vagin, puis des fois, la blague fonctionne, je regarde, t'es encore là. Des fois, elle fonctionne pas, t'es encore là. Fait qu'il y a ça aussi. Il y a aussi la blague, là, ça, c'est plus propre à la culture du stand-up, mais souvent, il y a des blagues de gars qui prennent souvent, il y a un tabouret en stand-up, puis il y a un micro. Puis les gars, souvent, ben, ils prennent le micro comme leur pénis, puis là, ils vont comme... Puis là, le tabouret, c'est très hétérosexuel, mais le tabouret, c'est la femme. Puis là, Chelsea Pearlty, elle reprend ça complètement, elle épouse ça totalement, puis là, elle dit, ben moi, je vais être le tabouret. Fait qu'elle dit, l'autre jour, j'étais en train de faire l'amour. Puis là, elle bouge pas. Puis là, Mané, c'est devenu wild. Puis elle se revire de bord, puis elle bouge pas. Fait que c'est comme pour visibiliser l'objectification qui est faite à travers ça. Fait que c'est juste d'épouser totalement jusqu'à l'absurde. Fait que le rire, c'est ça, est absurde à ce moment-là. Tandis que, ça c'est moi qui l'ai intitulé la maïotique humoristique, fait que j'avais pas de meilleur titre pour ça. Mais c'est d'épouser encore là une croyance ou quelque chose qui est problématique, mais jusqu'à un point d'incohérence ou de ridicule. Donc la maïotique philo, cégep, là, je ne sais pas si vous avez eu la chance de voir ça un peu, accoucher les pensées. Donc, c'est Socrate là, qui était tout le temps comme une espèce de prof d'université plate là, qui pose la question à laquelle il y a déjà la réponse. Là. Fait qu'il pose la question, puis là, à force de poser des questions, ben là, tu t'enfonces, puis là, tu te rends compte que ce que tu as dit, c'est un peu idiot. Donc là, il y a l'exemple avec... ben là, il va faire ça, mais de façon humoristique dans ses spectacles. Fait que c'est pas... Confirmation ironique, c'est plus la personne qui parle d'elle-même, d'expérience personnelle. Puis maïotique, ben, il y a tant un interlocuteur imaginaire. Fait que là, mettons, ici, il y a une interaction avec quelqu'un qui pense que Jésus est blanc. Fait que, ben oui, mais ça peut pas marcher parce que, tu sais, c'est au Moyen-Orient, c'est 2 personnes qui n'ont pas la peau blanche au Moyen-Orient. Fait que tu peux pas juste avoir un... Là, il fait une référence à Björn Borg, là, un Swedish tennis player. Puis là, encore là, il faut avoir une réponse... parce que Björn Borg, c'est un tennisman qui ressemblait vraiment à Jésus. La représentation très occidentalo-centrée de Jésus, là. Donc, et là c'est ça. Fait que tu peux vraiment aller loin dans l'échange pour, encore là, à travers l'espèce de maïotique humoristique, tu visibilises les préjugés qui étaient invisibles avant de la personne. Fait que ça peut vraiment, ça c'est la meilleure, je pense, c'est le truc le plus accessible. Si vous voulez à un party de Noël, puis que vous avez un mononcle qui fait une blague, raciste, sexiste, whatever, ben tu fais juste, je comprends pas. Puis là, tu demandes de répéter.
ou d'expliquer. Je comprends pas pourquoi tu dis que tu sais, tel truc, puis là, à chaque fois, souvent, il n'y a pas le choix de dire pourquoi. C'est drôle parce que c'est raciste, tu sais, puis là, souvent, ben, ça peut amener la discussion ailleurs. Fait que, pratico-pratique, là, demander pourquoi, ignorance feinte, là, ça marche très bien. Puis, ah oui, j'avais terminé, ben c'est ça. Alors, donc, c'est ça. Ça peut être quand même... C'est très frustrant à travailler sur l'humour, hein, c'est pas juste drôle. Il y a beaucoup de colère et de déception dans toutes les excuses qui sont faites, mais c'est un sujet qui m'apparaît prometteur, puis comme espace de transformation politique aussi, de résistance politique et de transformation politique, parce qu'on parle vraiment de... C'est comme l'entonnoir inversé. Plutôt que de dire « Ah, t'es raciste » comme ça, souvent les gens ils vont se fermer. Tu parles d'une anecdote vraiment précise, c'est comme le cheval de Troie, une anecdote vraiment précise, puis après ça, à partir de l'anecdote précise, ben, tu élargis vers la réflexion plus structurelle de c'est à cause de ce système-là qui existe depuis des centaines d'années. Fait que ça peut être intéressant au niveau des transformations politiques. Merci.